Salut, c'est parti pour le top 20 des montres mythiques. C'est quoi une montre mythique? C'est une très bonne question. Ici, vous avez mon top qui pourrait peut-être évoluer durant les prochaines années. Et d'ailleurs, ce serait certainement pas le même top que vous. D'ailleurs, vous pouvez me dire, vous, dans les commentaires, quel est votre top, quelle est votre montre mythique qu'il faudrait avoir dans cette vidéo avant même que la vidéo commence. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner par la même occasion. Ce serait une très bonne chose. Alors pour créer ce top, je me suis appuyé sur des notions très factuelles que vont être la popularité du modèle, son impact dans l'industrie horlogère aujourd'hui et hier, et puis sa désirabilité. Alors c'est pas un classement, pour moi c'est impossible de classer ces marques. Faut pas se dire que parce que j'ai mis cette montre en premier, c'est la première. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il fallait les mettre dans un certain ordre. C'est parti. Donc la première montre, pour moi, dans le top, c'est la Audemars Piguet Royal Oak. Encore une fois, ça n'est pas un classement, c'est juste un top. Mais vous verrez d'ailleurs qu'à la fin de cette vidéo, il y a une montre absolument mythique. Donc je ne pouvais pas la mettre en dernier. Ça vous prouve bien que ce n'est pas un classement. Donc cette Audemars Piguet Royal Oak, elle a été lancée en 1972. Elle est dessinée par Gerald Genta. C'est à l'époque une montre en acier et c'est à l'époque la montre en acier la plus chère qui existe. Voilà, à l'époque ça coûte 3650 francs suisse, ce qui est l'équivalent à peu près de 10 000 € aujourd'hui. Elle a un design vraiment très spécifique cette montre. Elle a une lunette octogonale avec des petites vis dessus, cadran tapisserie qui lui est bien caractéristique et puis un bracelet intégré. C'est vraiment une des signatures de Gerald Genta. En deuxième, j'ai mis la Rolex Daytona. Alors à la base, c'est une Rolex qui est créée comme cosmographe, créée en 1963 sous la référence 6239. À la base, c'est une montre pour la course automobile et elle s'appelait Le Mans. Donc, elle ne s'appelait pas Daytona, elle s'appelait de notre bonne vieille course du pays de la rillette. C'est vers la référence 6240 qu'on se retrouve à avoir des modèles qui sont vraiment iconiques. La Daytona, notamment de Paul Newman. Voilà, pour moi, c'est une montre iconique au même titre que la Submariner, dont on parlera plus tard. En troisième, j'ai mis la Breitling Navitimer. Alors, c'était vraiment à la base une vraie montre de pilote. Elle a été créée en 52. Willy Breitling, qui a été contacté par une association américaine de pilotes qui s'appelait la Aircraft Owners and Pilot Association, la AOPA, et cette association voulait avoir une montre de pilote pour faire des calculs en vol. Alors, il voulait faire quel type de calcul? Il voulait faire la vitesse moyenne, la consommation en carburant, le taux d'ascension et de descente, la conversion des miles en kilomètres ou en milles nautiques. Donc voilà, il fallait tout ça sur une montre et au final, on a eu une montre plutôt jolie de 41 mm. Ensuite, elle n'a été commercialisée qu'en 1956 avec le nom de la marque Breitling sur le cadran, puisqu'avant elle était en 41 mm, mais elle était no-name, il n'y avait rien dessus, il y avait juste des petites ailes. La marque lancera bien sûr après d'autres itérations de ce modèle qu'on connaît encore aujourd'hui. Il y a le célèbre Serge Gainsbourg en 1986 qui portait cette montre sur un bracelet rallye en platine qui a été fait à sa demande. Voilà, c'est devenu au final une montre absolument mythique que tout collectionneur se doit d'avoir. En quatrième, j'ai mis la Blancpain 50 Phantoms. Alors, elle a été présentée à Bâle en 1954. Elle avait à l'époque toutes les spécificités d'une montre de plongée moderne, c'est-à-dire une lunette rotative bloquante pour mesurer un temps d'immersion, un boîtier étanche, des aiguilles et des index luminescents. Il faut se dire que la Rolex Submariner n'arrivera que 1 an après cela. Donc, c'est vraiment l'une des premières montres de plongée qui a existé. Alors pourquoi 50 Phantoms, 50 Phantoms brass? C'était pour plonger à 50 brasses, soit 90 mètres, ce qui était à l'époque la limite de plongée avec des bouteilles. À l'époque, Blancpain fait appel à Spirotechnic pour vendre sa montre à la Marine nationale française. Spirotechnic, c'est une société qui est créée par Jacques-Yves Cousteau, donc le commandant Cousteau. Donc on retrouvera cette montre au poignet du commandant Cousteau. On la retrouve aussi avec une double signature LIP, parce qu'en fait c'est Fred Lip, dont la marque est vraiment été très installée sur le marché français, qui a distribué cette montre de manière civile sur le marché français. En cinquième, j'ai mis la Richard Mille RN01. Alors pourquoi la Richard Mille? Oui, c'est une montre très récente, si je puis dire, par rapport à celle dont on a parlé, mais à l'époque, Richard Mille, ça a été un séisme. Alors à l'époque, Richard Mille, il est président de la division horlogère de Mauboussin, il quitte Mauboussin en 98 et il prépare le lancement de la marque avec Dominique Guéna et Laurent Picciotto. Dominique Guéna qui lui a une fabrique de montres et Laurent Picciotto qui lui est le créateur de la boutique Chronopassion à Paris. Les RM01 sont fabriqués au Breleux chez Montres Valgine, aussi appelé Guéna SA, qui deviendra au final une filiale de Richard Mille aujourd'hui. La montre sort en 2001. C'est un buzz immédiat, énorme. Voilà, c'est un concept vraiment tellement disruptif, tellement différent, avec un mouvement tellement spécifique que ça fait un buzz énorme. Aujourd'hui, Richard Mille, c'est quasiment 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires avec seulement 5000 pièces.
Je vous laisse faire le calcul. En 6e position, j'ai mis la BR01. C'est l'histoire de Bruno Bellamiche et de Carlos Rosillo. Donc, ces deux personnes qui vont créer Bell & Ross, Bellamiche, Rosillo. Ils vont créer des montres avec un design très franc, un design vraiment tranchant qui est inspiré des instruments de bord qu'on trouve dans les avions. À la base, en 94, quand la marque est lancée, on n'a que des montres rondes, hein. Donc c'est des montres qui ne vont pas être les montres carrées qu'on connaît aujourd'hui. Elles sont fabriquées par la manufacture Sinn, S-I-N-N, qui est une manufacture très connue. D'ailleurs, les premières ont une double signature, Bell & Ross by Sinn. Et ce n'est qu'en 2005, 11 ans plus tard, que la BR01 arrive. Et là, c'est très très clivant. Il y a certains horlogers qui comprennent pas trop ce qui se passe, qui d'ailleurs veulent plus distribuer Bell & Ross parce qu'ils se disent que le truc est trop clivant. C'est une 46 mm carré qui ressemble vraiment à un compteur d'avion. Au final, c'est ce qui fera le succès de la marque. Donc, comme quoi, parfois, il faut se dire qu'il faut persévérer quand on a une idée vraiment précise de ce qu'on veut. En 7e, j'ai mis la Breguet Type 20. Alors, cette montre, c'est une montre qui remonte aux années 50. Le ministère français de la Défense lance un appel d'offres. Il veut une montre avec un cahier des charges qui s'appelle le cahier des charges Type 20 pour avoir une montre extrêmement lisible, donc avec un fond noir, des chiffres arabes, des aiguilles très très claires et luminescentes, un diamètre de 38 mm avec un fond vissé, une petite seconde et surtout le flyback, donc un chronomètre avec retour de vol. En réponse à ça, il y a eu plusieurs marques qui ont répondu, dont Breguet, dont Dodan, Auricost, voilà, des marques comme ça. Et Breguet remporte l'appel d'offres, insère un Valjoux 22 à l'intérieur qui s'appellera le Valjoux 222 avec le retour de vol. L'assemblage est fait par Maté Tissot, qui s'occupe d'ailleurs aussi du boîtier à l'époque. Et puis au fil des années, cette montre elle devient absolument mythique. Il y a des personnes qui lui vouent un culte total, qui les collectionnent. D'ailleurs, je sais que dans les followers de Very Good Lord, il y en a quelques-uns. Alors pour l'instant, c'est une montre qui n'est plus au catalogue de Breguet, c'est absolument dingue. Mais je pense que cette montre va revenir. Ça n'est pas possible que Breguet puisse continuer à ne pas l'avoir dans son catalogue. C'est absolument improbable. Sans transition, la 8e, la Casio G-Shock. Alors vraiment, on est passé de Breguet Type 20 à Casio G-Shock. La G-Shock, elle est mythique parce qu'elle a été lancée en 83 et ça a été un succès énorme dès le départ. Le cahier des charges, on parle aussi de cahier des charges ici. Alors, il ne s'appelait pas Type 20, là, il s'appelait Triple 10. Il fallait que la montre ait au moins 10 ans de batterie, qu'elle résiste à une chute de 10 mètres sur une surface dure et qu'elle soit étanche à 10 bars. Alors, comment ils ont fait pour créer ça? Ils ont fait 2 ans de tests. 200 prototypes. Ils ont mis 10 couches, alors un 10 de plus d'ailleurs, 10 couches de plastique avec des polymères autour, protéger le quartz avec du polyuréthane, avec une coque en acier derrière, un verre minéral durci sur le dessus, les poussoirs sont aussi reliés différemment, etc. Et puis voilà, c'est une montre mythique aujourd'hui, il faut en avoir une dans sa collection. La 9e, j'ai mis la Rolex Explorer. Alors au début des années 50, Rolex produit des toolwatch. Alors ils produisent, on va dire aujourd'hui, toujours des toolwatch. Même si aujourd'hui on a un peu moins envie de les porter dans des situations de toolwatch. Ils font des montres pour la plongée, l'aviation, le pilotage, même la recherche scientifique. Et donc c'est ce qui mène en 1953 l'expédition qui est menée par Sir John Hunt, au cours de laquelle on a Sir Edmond Hillary, qu'on connaît bien, on connaît de ce nom plus que les autres, qui est accompagné de son Sherpa Tenzing Norgay. Ils vont se hisser au sommet de l'Everest avec une montre qui sera la Explorer 1 et qui deviendra par la suite absolument mythique. Alors c'est souvent comme ça que Rolex a fait, mettre leur montre en fait dans des situations extrêmes. C'est comme ça que Rolex a créé la majeure partie de sa communication. La 10e, c'est la TAG Heuer Monaco. Elle est sortie en 1969. On l'a vu passer au poignet de Steve McQueen dans le film Le Mans. Alors certes, ça a contribué à sa popularité, mais il faut aussi ne pas oublier que c'est une montre qui est le premier chronographe automatique carré et aussi le premier boîtier étanche carré. Donc elle mérite amplement d'être dans ce top. La 11e, c'est la Panerai Luminor. En 1956, Panerai va sortir le modèle égyptien où elle va déposer le brevet du pont protège-couronne, ce qui deviendra plus tard la Luminor. Alors moi je trouve que la Luminor, elle est emblématique encore plus que les autres modèles de chez Panerai, avec de grosses aiguilles vraiment très lisibles et surtout ce fameux protège-couronne qui est absolument iconique. En 12e, la IWC portugaise. Alors elle n'a pas fait des prouesses, ça n'a pas été une montre vraiment qui est allée au sommet de l'Everest, mais c'est un chronographe avec des courbes harmonieuses, homogènes, qui mérite d'être au panthéon des montres mythiques. Je trouve qu'elle méritait d'être dans son top. Tout comme cette 13e montre qui est la Cartier Tank. Alors la Tank, qu'elle soit anglaise, française ou encore américaine,
C'est une tank, hein, ça restera une tank, c'est-à-dire une montre carrée avec des formes arrondies, avec des aiguilles toutes petites, des chiffres romains qui vont graviter comme ça autour d'un rectangle central avec des lignes très très pures. C'est une montre mythique qui est commercialisée depuis 1919 chez Cartier, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a dépassé le centenaire, donc c'est vraiment une montre avec une identité forte. Mais c'est une montre à la fois sport et chic, c'est absolument magnifique, j'adore cette montre. En 14e position, j'ai mis la Altiplano. Alors la Altiplano de chez Piaget. En 1957, après des années de recherche, la maison Piaget invente son premier mouvement ultra plat qui s'appelle le 9P et qui mesure lui que 2 mm d'épaisseur, uniquement 2 mm d'épaisseur. Et en fait, ça ne sera que 30 ans plus tard que Piaget lancera la Altiplano, donc qui sera un modèle inspiré de ce modèle de 1957, avec des lignes épurées, vraiment une morphologie ultra plate. C'est un modèle qui, encore aujourd'hui chez Piaget, reste une référence. Piaget a toujours continué à fabriquer cette montre et même à enfoncer le clou avec sa Altiplano Concept qui faisait uniquement 2 mm d'épaisseur au total, hein, pas uniquement le mouvement, mais juste toute la montre faisait 2 mm. Et puis, ils se sont fait piquer la vedette l'année dernière avec la RM Up 01 avec Ferrari qui ne faisait elle que 1,75 mm d'épaisseur. Alors là pour le coup c'est absolument incroyable. En 15e, la non moins mythique Patek Philippe Nautilus. Alors elle, bon voilà, c'est comme sa petite cousine la Royal Oak, ça fait partie des montres les plus mythiques à mon sens, les plus connues dans le monde. Alors en 1976, elle avait choqué cette montre. À l'époque, toujours comme aujourd'hui, elle avait des courbes très originales, un carré, forme arrondie, qui ressemble à un hublot de bateau avec une lunette octogonale intérieure aux angles très adoucis, un bracelet intégré. Bon voilà, c'était sans rappeler bien sûr la Royal Oak puisque c'est Gérald Genta qui a dessiné les deux. Voilà, c'est devenu une montre absolument mythique aujourd'hui, très très difficile à avoir, très très chère, mais une montre non moins magnifique. En 16e position, j'ai mis la Chanel J12. Je trouve qu'aussi c'est une montre mythique par son style et par le succès qu'elle a eu. Elle a été créée en 2000 par Jacques Helleux, qui est l'ancien directeur artistique de Chanel, qui est maintenant disparu. Donc c'est une montre en céramique, avec un bracelet en céramique. À l'époque, il n'y avait pas énormément de montres en céramique, pas énormément de marques qui utilisaient la céramique. Il y avait notamment Rado, qui est le maître de la céramique, mais il y en avait assez peu. Et donc Chanel a fait le choix de la céramique pour avoir comme ça une pièce atemporelle qui finalement ne vieillit pas, parce que la céramique ne s'altère pas. Et donc ils ont sorti une montre juste toute simple, 3 aiguilles, seconde centrale, et ça a été un carton absolument total. Alors là, on va passer au 17e, et là, c'est une montre, bien sûr. C'est pas vraiment une montre, c'est plutôt le mouvement qui est mythique, mais c'est le Zenith El Primero. J'ai fait le choix de la Chronomaster Revival que moi j'adore. Et il y a beaucoup de El Primero utilisés chez Zenith, même dans la gamme des filles. Alors pour la petite histoire, en 71, la manufacture Zenith, elle est vendue à une société américaine qui va mettre fin en 75 à la production des mouvements en fait mécaniques et donc notamment du El Primero parce que c'était la crise du quartz, donc cette société ne croyait que dans le quartz. Triste sort pour ce El Primero qui sera sauvé par un certain Charles Vermeau qui en fait va cacher en fait dans le grenier des ateliers de chez Zenith toutes les machines, les étampes, les outillages qui étaient dédiés au El Primero. Ce monsieur a eu la très très bonne idée de cacher donc tout ça et au moment où ils ont voulu reproduire un mouvement mécanique, eh bien en fait il a dit écoutez moi j'ai tout, je sais tout faire, j'ai tous les détails pour pouvoir faire ce mouvement. Et au final, ils ont remis en production ce mouvement. C'est vraiment un héritage sauvé, vraiment avec succès. Et vraiment, heureusement qu'il y a eu ce sauvetage de ce mouvement, puisque sinon, peut-être qu'aujourd'hui, ce mouvement aurait disparu. Passons à la 18e, la Rolex Submariner. Alors, la Submariner, l'histoire commence en 53. Rolex lance sa première montre bracelet qui va pouvoir plonger jusqu'à 100 mètres. C'est une montre avec des aiguilles luminescentes, avec un confort de lecture vraiment parfait, parce que quand on est en train de plonger, on a vraiment besoin de tout savoir, de tout avoir sur la montre sans aller chercher. Donc on a une lunette tournante qui permet au plongeur de calculer son temps de plongée. Elle est commercialisée en premier sous la référence 6204, mais ce sera au poignet de James Bond avec la référence 6538 et son bracelet NATO Bond, voilà, qui va s'appeler NATO Bond, noir, rouge et vert olive, que ce modèle deviendra mythique. Alors faites bien attention, le NATO Bond est bien rouge, noir et vert olive et pas autre chose. 19e montre, j'ai choisi la Jaeger LeCoultre Reverso. C'est un modèle vraiment particulier puisqu'il a un mécanisme original.
le cadran se retourne à 180 degrés. Enfin, vraiment, on peut le retourner et le cacher. Ça permettait à l'époque, donc entre 1931, aux joueurs de polo, en fait, de toujours porter leur montre et de cacher le cadran pour éviter qu'ils ne prennent des coups. D'ailleurs, je trouve que c'est toujours un truc très utile aujourd'hui, même pour quelqu'un qui fait du vélo ou de la moto, comme ça, la montre ne prend pas de coups. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a la possibilité, sur la partie retournée, de graver quelque chose. Moi, mon modèle préféré, c'est la Tribute to 1931. C'est vraiment une montre avec un cadran très épuré. Le modèle rouge sang comme ça est vraiment sublime. En 20e, en dernier, la Omega Speedmaster. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas un classement. La Omega Speedmaster en dernier, ce serait un petit peu absurde parce que c'est une des montres mythiques, iconiques. C'est une montre qui est allée sur la Lune, la première montre à avoir été portée sur la Lune. C'est une montre à avoir dans sa collection si vous êtes collectionneur. Voilà, j'ai fini ce top 20, mais j'avais quand même envie d'ajouter deux montres. La première, c'est la Swatch classique, la petite Swatch qu'on a quasiment tous eu, qui a été lancée entre 1982 et 1983. Pour moi, elle est iconique parce qu'elle a relancé et elle a un peu sauvé l'industrie horlogère suisse. Et puis la deuxième, alors encore Swatch, mais c'est la Flic Flac, parce qu'on en a certainement tous eu une au poignet. Enfin, en tout cas, moi j'en ai eu une. D'ailleurs, je suis un peu triste de ne plus l'avoir, mais en tout cas, voilà, c'est une montre, à mon avis, mythique et toujours mythique aujourd'hui. Flic Flac fait la part belle à l'enfance. Et je trouve qu'on oublie souvent l'enfant dans l'horlogerie parce que c'est des petites choses fragiles qu'on ne met pas à des enfants. Donc voilà, je trouvais ça important de mettre la Flic Flac en tout cas. Voilà, c'est la fin de ce top 20 de mes montres mythiques. N'hésitez pas à laisser un commentaire et me dire ce que vous en avez pensé, savoir si peut-être il y a une montre que vous auriez mis et qui n'y est pas ou une montre qui ne devrait pas y être à votre avis. Dans tous les cas, merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.